Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Philippe. Bonjour Régis, j'étais ravi de cette intervention pour notre stratégie d'acquisition sur la région PACA, donc en grande partie. Donc, euh, J'espère qu'on va donc, répondre en tous les cas sur les questions et les éléments que vous vous posez dans notre nouvelle stratégie. Très bien. Et donc, je suis Régis Comartin, je suis le directeur du développement immobilier. Je travaille avec Philippe sur l'ensemble du territoire me concernant. Et comme ce webinaire était initialement dédié à la région PACA, mais on a vu sur la liste des participants que le titre de cette intervention avait intéressé plus de personnes que les seuls agents immobiliers de la région PACA, bien évidemment, cette information est ouverte à tous et nous allons pouvoir démarrer désormais après ces présentations. Quelques mots, bien évidemment, pour ceux qui ne nous connaissent pas sur notre organisation, M Capital Group, une société de gestion de fonds d'investissement qui travaille dans plusieurs domaines, plusieurs métiers. Historiquement, le private equity, donc l'accompagnement des TPE, PME dans leur développement, mais également le métier de dette privée et de private equity immobilier, puisqu'aujourd'hui, et c'est ce qui nous concerne plus précisément, on travaille dans l'accompagnement du développement des opérateurs immobiliers, des promoteurs et des marchands de biens, sous la bannière M Capital Partners et sous la bannière Builder qui nous intéresse dans cette intervention. On va travailler sur la deuxième partie de notre métier, à savoir l'acquisition d'actifs dédiés à l'exploitation en co-living, dédiés à l'exploitation de suites hôtelières, mais on va aussi potentiellement pouvoir vous parler prochainement d'immobilier fractionné et ce qui nous permet aujourd'hui d'adresser les opérateurs marchands et promoteurs, le crowdfunding, qui est une plateforme de financement collaborative qui nous permet de financer les opérations type promotion immobilière, en tout cas le financement des fonds propres de ces opérations. Pour votre information, donc nous sommes une plateforme de gestion qui agit pour le compte de tiers, qui a aujourd'hui plus de 700 millions d'euros d'encours d'actifs financiers et d'actifs immobiliers. 60 collaborateurs qui sont répartis sur 7 implantations différentes, dont Philippe représente aujourd'hui la partie sud-est, Marseille, Nice en particulier, Aix-en-Provence. Et nous sommes ravis de vous informer qu'on est une entreprise certifiée Bicorp depuis 2022. Voilà concernant M Capital. Je pense que Philippe, tu peux nous parler un petit peu de ce que l'on a réalisé jusqu'à présent. Oui, bien sûr. Depuis 2015, nous avons participé à plus de 180 opérations immobilières, générant 1,5 milliard et demi de chiffre d'affaires, donc notamment sur des opérations qui ont été débouclées, c'est-à-dire des opérations qui se sont finalisées et qui ont été remboursées. Et dans notre portefeuille, nous sommes aux côtés des promoteurs tant au niveau nationaux comme Edelis, Sacupri, bon, pas tous les cités, ou encore des promoteurs impactants dans leur région comme Innova, Vestia ou Ideal Group. Des promoteurs innovants, talentueux qui ont pour la plupart une dimension RSE forte par rapport à Bicorp où nous avons été certifiés il n'y a pas si longtemps. Très bien. On intervient sur différents types d'opérations en immobilier résidentiel, mais pas seulement de l'immobilier résidentiel, même si c'est la plus grande partie de notre intervention. Nos trois typologies de métiers, c'est d'agir à la fois sur la rénovation en achetant en bloc donc des biens obsolètes à fort potentiel de création de valeur. On investit également sur la transformation de ces actifs et notamment la transformation de bureaux en logements ou d'immeubles de bureaux à réhabiliter. Et enfin, nous travaillons sur des opportunités de marché classiques en promotion immobilière avec la création de logements neufs, principalement en cœur de ville ou dans des métropoles à forte dynamique, une création de logements qui se veut bien évidemment les plus vertueux et les plus responsables possibles. Un petit focus sur le marché de l'immobilier résidentiel, c'est important avant de parler d'acquisition.
Bien évidemment, aujourd'hui, tout le monde l'a constaté, on a besoin de logements en France et ce besoin de logement est supérieur à l'offre pour plusieurs raisons, notamment des raisons démographiques avec une diminution de la taille des ménages et une croissance de la population. On a déjà constaté dans de grandes métropoles françaises, mais on va le constater, je pense, malheureusement encore plus, une très forte tension locative. D'ailleurs, les 20 premières métropoles représentent aujourd'hui à elles seules 37% des besoins. On a constaté également que les loyers augmentent de manière significative. Et enfin, le curseur important aujourd'hui qui vient impacter la solvabilité des ménages, c'est l'augmentation des taux d'intérêt. Et donc, tout ceci conjugué à un volume qui est en très net repli, un volume de création de logements en 2023, nous incite aujourd'hui à regarder le marché de l'immobilier résidentiel avec beaucoup d'attention, de vigilance, mais c'est un marché aujourd'hui qui va révéler certainement beaucoup d'opportunités aussi, et c'est l'objet de cette communication aujourd'hui. Et dans ce Un contexte, focus ouais, sur le marché du co-living, Philippe, oui, peut-être? bien sûr, parce que dans ce contexte de crise, donc les opportunités émergent, avec des problématiques qui sont liées au logement, donc notamment leur rénovation ou combler une forte demande du marché de la location, telle que l'a précisé Régis. Donc la solution, en tout cas l'une des solutions que nous avons adoptées, apportées également, c'est le co-living. Donc c'est une tendance et une attente de marché de la part des jeunes actifs et des étudiants, mais pas que. Puisqu'en ce sens, il permet d'avoir des locations intéressantes avec des services dans un environnement plutôt plaisant, car nous avons des actifs de co-living bien pensés, bien décorés et bien animés par nos opérateurs. Et donc, voilà, ce sont aussi donc des marchés, un marché favorable en tous les cas en position d'acheteur sur les grandes villas, grandes maisons de ville de 300 à 600 mètres carrés, dont l'obsolescence donc aujourd'hui environnementale n'est plus approuvée malheureusement. Et notamment, comme l'a dit Régis, donc une tendance baissière du marché, donc des opportunités également sur laquelle nous nous positionnons dans le marché immobilier. Effectivement, des opportunités d'acquisition d'actifs dans un marché baissier qui vont nous permettre justement de se positionner sur la rénovation, la transformation et de nouveaux usages concernant ces logements obsolètes. Notre stratégie, venons-en au fait directement, elle est simple et je l'espère, elle sera encore plus claire pour vous à la suite de cette intervention. On déploie cette stratégie qui est une stratégie à forte valeur ajoutée et qui est tournée donc vers trois typologies d'actifs ou trois typologies de métiers. La réhabilitation et le repositionnement d'actifs qui sont malheureusement en voie d'obsolescence pour différentes raisons, l'immobilier géré qui découle de cette stratégie d'acquisition. Et enfin, on parlait de promotion immobilière, la construction d'immeubles et de logements qui répondent aux dernières normes environnementales. Ce n'est pas possible autrement de nos jours. Le co-living, du coup, un constat, Oui. Philippe? Donc, ce marché, le marché de l'immobilier change. Donc, comme tu l'as dit, sur des actifs immobiliers anciens et obsolètes. Donc, c'est une nouvelle façon de penser à l'immobilier. Donc, ça fait quelques années que nous investissons sur cet actif. Et pour autant, donc, ça nous permet de transformer des usages, de transformer aussi rénover, transformer, réhabiliter, remettre sur le marché également les passoires thermiques telles que nous avons identifiées aujourd'hui et qui sont de 4 millions, quasiment 5 millions en France. Et donc il y a aussi une problématique sur certains immobiliers qui sont peu, pas du tout utilisés, ou mal en tous les cas utilisés. On parle sur les tertiaires, sur la transformation des bureaux par exemple, sur des actions que nous faisons à Paris, ou sur un immobilier neuf qui malheureusement aujourd'hui devient peu accessible en tous les cas, ou trop cher, par rapport à l'ensemble des actifs qui, eux, veulent se loger. Donc, on a déjà commencé à déflorer le sujet avec ces trois items, des actifs immobiliers anciens obsolètes, de l'immobilier tertiaire parfois totalement inutilisé, et enfin un immobilier neuf qui est
peut-être mal positionné par rapport à la demande actuelle et ce qui nous permet aujourd'hui de réfléchir à transformer ces actifs sur différentes thématiques. La première, c'est le co-living junior. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, on va identifier avec votre aide parfois des maisons qui ont un extérieur ou des immeubles en pleine propriété sur lesquels on va avoir cette stratégie value-add, de valeur ajoutée à créer sur ces actifs. Donc, on recherche uniquement de l'habitation pour faire du co-living junior. Et parmi les prérequis pour une destination de co-living junior ou jeunes actifs, on doit se positionner dans un quartier qui est dynamique, à proximité immédiate de transport, puisque souvent ces futurs locataires n'ont pas de moyens propres de transport, donc ils utilisent, et à juste titre, les transports en commun. Donc on doit se situer grosso modo dans un périmètre inférieur à 800 mètres d'un métro, d'un RER ou d'un tramway en région Île-de-France. Et concernant les villes de province, on doit également se situer à moins de 800 mètres, c'est-à-dire environ 10 minutes à pied, d'une ligne de bus conforme à un trafic régulier, notamment dans les villes de plus de 20 000 habitants, mais on peut également trouver dans des grandes métropoles métro ou tramway qui puissent répondre à cette demande. Donc, cette maison, cet immeuble, il doit être entre 300 et 1000 mètres carrés de surface habitable. Évidemment, la trame de plan, plus elle est simple et plus il est facile pour nous d'envisager une transformation. On doit pouvoir y réaliser de 7 à 18 unités avec salle de bain et WC privatif. Donc, les plans sont très importants dans les documents que vous pourrez nous faire parvenir, puisqu'on va déjà réfléchir de prime abord à comment organiser ces cellules. La présence d'un extérieur est fortement conseillée, mais cet extérieur ne doit pas être non plus trop grand et ne doit pas nécessiter beaucoup d'entretien. Donc, inférieur à 500 mètres carrés, bien évidemment, terrasse, cour ou jardin de préférence. Et enfin, dans les prérequis complémentaires de ces grandes maisons, la présence d'un sous-sol pour retravailler la distribution des réseaux d'eau est un élément important, préférentiel, on va dire. Et on peut également réfléchir sur ces actifs à une possibilité d'extension, aménagement des combles, aménagement potentiel des caves d'ailleurs pour des parties communes type home cinéma ou bibliothèque. Bref, on regarde ces actifs de manière globale et même si le cahier des charges peut paraître comme ça un peu difficile à digérer, je suis certain que aujourd'hui, dans nos grandes villes et dans nos métropoles, il y a un certain nombre de ces actifs qui ne sont pas exploités, en tout cas pas bien exploités. Donc sur ces typologies d'actifs en co-living, en fait, on travaille comme un marchand de biens. C'est une vision assez pragmatique et réaliste de la transformation d'un actif en co-living junior ou jeunes actifs. Sur le co-living senior, Philippe? Oui, donc de même, donc on va être quasiment sur les mêmes critères, donc sur du co-living senior, sauf que là on se destine donc à avoir comme son nom l'indique, donc vivre ensemble, mais vivre ensemble donc différemment et donc sur la typologie senior, donc des personnes âgées, mais qui sont donc totalement encore aptes donc pour Autonome. vivre autonome donc sur la villa. Merci beaucoup Régis. Donc sur le même principe, donc le sourcing donc de maisons également extérieures, donc en pleine ou des immeubles en pleine propriété, pareil. Donc on est sur les mêmes critères donc de destination que celui du co-living junior, tel que vous pouvez le voir, donc tant au niveau des axes métro, RER et donc bien sûr idéalement en plein centre-ville, puisque ça fait partie quand même des critères que nous recherchons et sur lesquels aussi nos opérateurs recherchent. Donc d'avoir aujourd'hui une solution donc pour les personnes âgées, notamment seniors, donc mais ayant toujours donc une activité sociale et également donc en cœur de ville. Donc ça leur permettrait justement de continuer à avoir cette activité. Et c'est une forte demande aujourd'hui sur les marchés que nous avons constaté et que nous souhaitons également exploiter. Donc par rapport aux tendances du marché que nous avons exprimées un peu plus tôt.
Donc, encore une fois, les maisons ou les immeubles, donc de 300 à 1000 mètres carrés, forcément. Donc, d'avoir un extérieur également. On va aussi s'orienter sur les mêmes typologies d'usage, hein, donc en unité, sauf que elles sont plus grandes, forcément, que le co-living, donc par rapport à l'espace donc demandé sur cette cible. En revanche, certains indispensables. Donc, puisqu'il va falloir qu'on ait quand même un ascenseur, donc de manière un petit peu en norme PMR, donc personnes à mobilité réduite. Donc, comme je le disais, donc sur les commerces dont je vous ai parlé, et également dans les mêmes axes de travaux que nous allons faire, donc toujours la possibilité d'utiliser les sous-sols et les aménagements éventuellement des commerces. La proximité des commerces est vraiment un élément important pour la population senior. Tout pouvoir faire à pied autour de l'actif est un élément vraiment prépondérant pour une exploitation viable. Un exemple d'ailleurs de co-living, à savoir un co-living jeunes actifs qui a été développé avec un de nos partenaires exploitants préférentiels à Paris dans le 19e, dans un quartier qui est aujourd'hui un quartier qu'on pourrait qualifier de bucolique avec un certain nombre de villas, très grandes villas historiques, proches de toutes les commodités et des infrastructures type transport. À Paris, c'est un peu plus simple parfois qu'en province. On a réalisé avec notre exploitant un gros travail de rénovation et de réaménagement de l'actif, puisqu'il était, c'est un actif relativement conséquent, plus de 500 mètres carrés de surface habitable, dans lequel on a réalisé 22 chambres. Et cet actif était positionné sur une belle parcelle qui bénéficiait d'un jardin de 500 mètres carrés également, en plein cœur de Paris 19e. Donc, autant vous dire que c'est une très belle opportunité, un très bel actif que nous avons développé. Beaucoup de travaux. Les travaux ne font pas peur à partir du moment où l'actif est au bon prix et bien situé. On a la capacité d'accompagner le projet avec beaucoup de travaux. Et enfin, sur cet actif aujourd'hui qui est totalement rempli, a eu un succès commercial, puisque le succès commercial de ce type de réalisation réside dans l'exploitation, bien évidemment. Ciblage géographique Oui, concernant notre recherche. oui, donc du coup, à ce jour, nous sommes déjà positionnés, comme vous l'avez vu, sur Paris, donc également Nantes, Bordeaux, Toulouse et Lille. Donc, nous déployons ces stratégies sur les régions aujourd'hui PACA, donc Lyon également en complément, sur ce genre d'actifs. Bon, pour nous, aujourd'hui, c'est le bon moment de se positionner en tant qu'acheteur, tel que l'a dit Régis, donc un peu comme un marchand de biens, donc avec la dimension d'actifs obsolètes, des passeurs thermiques mal utilisés, que nous allons revaloriser, donc remettre en gestion auprès d'un professionnel. Donc, c'est l'idée de notre stratégie aujourd'hui, notre ciblage, donc qui s'étend sur des actifs que nous avons déjà mis en place et dont nous connaissons les clés de succès, pour notamment l'acquisition et aussi la sortie, qui est d'autant plus importante pour nous, puisque nous faisons des opérations sur du court terme, dans le cadre de nos acquisitions. Concernant ce ciblage géographique, il est évidemment prioritaire dans les métropoles que vous visualisez sur cette diapositive, mais pas seulement. On peut évidemment regarder d'autres localités. L'important pour l'exploitation de ce type d'actifs, et on le voit sur la carte de temps de trajet en TGV, c'est qu'on s'adresse à la fois pour des jeunes actifs comme pour des seniors, à des gens qui sont mobiles et qui souhaitent justement consommer le logement d'une manière différente et pouvoir se déplacer aux quatre coins de la France, mais à l'étranger également. Donc, le TGV, la présence des aéroports, la présence d'un tissu de transport est toujours, concernant l'emplacement, un élément important à prendre en compte. La deuxième catégorie d'actifs que l'on regarde aujourd'hui, ce sont les suites hôtelières et l'hôtellerie déstructurée, euh, avec hop, un petit jeu d'animation pour vous faire visualiser l'ensemble de, de, de ce que l'on recherche.
Donc, le constat, pourquoi se positionne-t-on aujourd'hui sur de la suite hôtelière et de l'hôtellerie déstructurée, c'est que la performance locative, elle est soutenue aujourd'hui par une forte demande, notamment à Paris, hein. On regarde aujourd'hui beaucoup d'acquisitions potentielles dans ce segment-là à Paris pour deux raisons principales. La première, c'est que l'offre touristique est sensiblement inférieure à la demande. On a tous été voyageurs, on a tous souhaité visiter Paris, on a tous été confrontés à la problématique de chercher une chambre d'hôtel qui convienne à nos critères. Et bien évidemment, cette demande, elle était accrue avec la Coupe du monde de rugby actuelle et les futurs Jeux olympiques 2024 qui se dérouleront à Paris, mais pas seulement à Paris, un peu partout en France. Donc, on a avec cette catégorie d'actifs un potentiel de rendement qui est intéressant et qui intéresse forcément des investisseurs comme nous. Et qu'aujourd'hui, on souhaite développer principalement et prioritairement dans deux régions, Paris, évidemment, et la région PACA, représentée par Philippe aujourd'hui. Au-delà de ce constat, voilà un petit peu les prérequis de nos recherches concernant des actifs que l'on va transformer ensuite hôtelière ou en hôtellerie déstructurée avec nos partenaires exploitants. Ouais. Donc, globalement, on est sur, pour la suite hôtelière, nous sommes sur des actifs donc, plus réduits, hein, donc de 100 à 120 mètres carrés. Donc, on va pouvoir diviser là-dessus en créant plusieurs unités de vie. Et s'il faut, donc, notamment avoir un ascenseur donc, à partir du troisième étage. Bien évidemment, dans le cadre de notre suite hôtelière, on ne fait pas du tout de vitrine sur rue, tant au niveau de la suite hôtelière que de l'hôtellerie déstructurée. Mais on peut donc travailler d'ailleurs sur un potentiel euh, éventuel par la suite. Donc voilà, donc l'idéal, hein, c'est du 100 mètres carrés. Donc pour 4 chambres, c'est sur la partie hôtelière donc en elle-même. Et sur l'hôtellerie déstructurée, là-dessus, donc on va travailler nous sur une destination double éventuelle, sur du local commercial par contre également. On va avoir des actifs plus importants, notamment sur l'hôtellerie déstructurée en elle-même. On va créer plus d'unités de vie. Avec pareil les mêmes prérogatives sur un ascenseur, en tous les cas sur le troisième étage. Et on va réussir, on va coupler à un opérateur ces actifs qui va générer la performance nécessaire locative pour nos opérations, notamment d'investissement. Très bien. Quelques mots sur notre ciblage géographique également. Te concernant, Philippe, la région PACA avec des villes phares pour le tourisme Oui, et plutôt, l'hôtellerie. plutôt Aix-en-Provence ou Marseille, en priorité sur la région PACA, et bien évidemment Nice, donc si vous l'avez vu sur les dernières études qui se sont montrées sur l'immobilier, notamment bien la région PACA est bien plus résiliente que l'ensemble du territoire français, puisqu'elle attire beaucoup plus d'un point de vue héliotropisme, hein, donc on recherche beaucoup plus le soleil chez nous, mais également un immobilier plus rare, plus impactant sur ce genre de ville, avec une forte dimension touristique également, en PACA. Cannes, par exemple. Oui, oui, ben, Cannes fait partie aussi des éléments que l'on va regarder, notamment sur la Côte d'Azur. Également, on peut parler aussi de Toulon, qui a un fort potentiel complémentaire. Oui, on va regarder d'ailleurs les villes qui ont une résilience immobilière forte, notamment au niveau de l'immobilier, avec une forte demande également, tant au niveau de l'actif d'ailleurs que du tourisme. Et c'est le cas des villes qui sont inscrites et que vous voyez, et également des villes que tu viens de citer, comme Cannes et tout. Très bien. Et concernant le reste de la France, on a évidemment un œil très attentif sur l'hypercentre de Paris et une ville comme Bordeaux qui a elle aussi un pouvoir d'attractivité touristique important.
Un exemple d'ailleurs d'acquisition dans le 16e à Paris, et c'est aussi parce que ça fonctionne à Paris qu'on s'adresse à vous en région PACA désormais, parce qu'on sait que le potentiel existe et on sait que notre modèle fonctionne. Donc cet arrondissement, ce bel arrondissement du 16e à Paris, on a acheté et transformé un bureau en suite hôtelière qui comprend du coup 4 chambres, 2 salles de bain et qui aujourd'hui peut accueillir 10 personnes, qui est exploité par un de nos partenaires préférentiels, Live in Paris, qui, comme son nom l'indique, travaille dans un premier temps quasi exclusivement à Paris, mais on a évidemment d'autres partenaires exploitants qui sont en capacité de regarder l'exploitation potentielle d'actifs en province. Je vous passe bien évidemment l'ensemble du détail de cet investissement. Euh, cet actif aujourd'hui, il sera mis en exploitation très prochainement. Voilà, messieurs, dames, nous en avons terminé pour cette information qui, je l'espère, a été la plus synthétique, la plus claire possible, qui doit vous permettre aussi de regarder un certain nombre d'actifs et de nous les proposer le cas échéant pour étude, pour analyse. Et on se fera un plaisir avec Philippe de répondre et d'expliquer pourquoi oui et pourquoi non. On se positionne sur certaines typologies d'actifs et parfois pas. Bien évidemment, dans notre process, on travaille en étroite collaboration avec un certain nombre de partenaires exploitants qui nous valident ces prérequis, qui nous ont validé ces prérequis et qui nous permettent aujourd'hui de développer ce modèle. Merci à tous. On va donc passer aux questions-réponses s'il y en a et on se fera un plaisir d'y répondre avec Philippe directement par l'intermédiaire de l'onglet discussion ou de l'onglet questions-réponses. Et puis, vous aurez nos coordonnées à la suite de cette intervention pour pouvoir nous contacter le cas échéant, soit par mail, soit par téléphone, pour évoquer des projets avec vous. C'est toujours la première question qui coûte, sauf à croire que l'on a été Parfait, parfait. suffisamment clair, ce que Super. j'espère. On va donc vous laisser quelques minutes pour poser vos questions. Ah. Une première question, merci beaucoup. Quels sont les exploitants avec lesquels vous travaillez? Alors, on travaille avec vraiment un grand nombre d'exploitants aujourd'hui. Euh, Puisque nous avons plusieurs segments à adresser et que nos exploitants sont parfois des spécialistes d'un segment en particulier. Je pense aux jeunes actifs où on a un partenariat préférentiel avec un exploitant qui s'appelle Tendors, qui regarde aujourd'hui des actifs de Coliving, pardon, jeunes actifs à Paris et en province. On travaille également avec d'autres opérateurs de Coliving type Cherise, colocataire pour ce qui est des jeunes actifs. Pour ce qui est des seniors, on a des discussions très avancées et beaucoup de sujets à l'étude avec des exploitants comme Audarel, Domani ou chez Jeannette, qui ont des business models qui nous plaisent beaucoup. Sur la partie suite hôtelière, on l'a vu, on a déjà créé un partenariat avec Live in Paris à Paris et on essaie de travailler avec d'autres exploitants en région, type Check My Guest, par exemple. Et enfin, sur la partie hôtellerie déstructurée, notamment sur la région PACA, des gens comme Maison Juste ou Gogaï sont des exploitants que l'on sollicite de manière préférentielle. Xavier Talbot nous a trouvé très clair. Philippe, bravo, merci, ça fait toujours plaisir. Autre question. Pour l'envoi des dossiers, est-ce que nous avons une charte particulière ou des éléments incontournables à vous fournir? Alors, on n'a pas de charte particulière et Philippe en région PACA et moi-même dans le reste de la France sommes à votre disposition, préférentiellement par mail parce qu'on reçoit beaucoup de dossiers. On ne va pas vous cacher, surtout dans cette conjoncture. Donc, on fait forcément un premier tri par mail et notre téléphone est également disponible. Vous ne nous en voudrez pas si on ne répond pas toujours de suite, mais on s'engage à vous répondre dans les 48 heures, bien évidemment. Concernant les éléments incontournables à nous fournir, oui, des plans, un prix, une adresse. Le maximum d'éléments que vous puissiez recueillir en amont sera toujours préférable pour un meilleur audit du dossier.
Oui. Euh, Un DPE voilà. aussi, si vous avez, c'est toujours bien. Donc, pour savoir sur quelle base nous sommes et sur quelle base nous allons viser également dans le cadre de la revalorisation de l'actif. Tout Donc, à fait. Tu as raison, Philippe. Le DPE, indispensable. Tout comme un bon agent immobilier, on va recueillir l'ensemble des éléments ou un bon marchand pour pouvoir d'abord solliciter un de nos partenaires exploitants et lui demander si l'emplacement l'intéresse, quel serait le loyer envisagé pour un certain nombre de cellules dans cet actif. Et en fonction de cela, nous sommes des investisseurs qui utilisons bien évidemment des bilans prévisionnels d'exploitation et de revente potentielle à terme de ce type d'actifs. Donc, la faisabilité technique, la faisabilité prix, la faisabilité exploitation sont des éléments très importants. Pour répondre à une autre question, quel est le process? Donc, préférentiellement, nous envoyer le maximum d'éléments par mail. Vous aurez une réponse sous 48 heures. Et si ce n'est pas le cas, si nous n'arrivons pas à tenir cette promesse, vous avez le droit, bien évidemment, de nous rappeler au téléphone dans les meilleurs délais. Monsieur Ferrieux, bonjour Monsieur Antoine Ferrieux, ça me fait plaisir d'avoir de vos nouvelles. Est-ce qu'un immeuble en monopropriété mal classé énergétiquement, proche du métro et déjà loué vous intéresse? Alors, je pense qu'on a répondu à la première partie de la question. Immeuble en monopropriété, oui. Mal classé énergétiquement, ce n'est pas forcément un problème. On envisagera les travaux nécessaires de requalification. Proche du métro, c'est un prérequis pour une exploitation, notamment en co-living. Et enfin, s'il est déjà loué, oui, on va regarder quelles sont les typologies de baux, quelle est la durée, quelles sont les durées des baux dans cet actif. Et enfin, le fait qu'il soit loué peut générer un rendement immédiat et nous ouvrir d'autres opportunités. Donc oui, ça peut nous intéresser, Antoine. Une autre question, qui s'occupe de la gestion du co-living? Alors la gestion du co-living à proprement parler, l'exploitation se fait par nos partenaires exploitants dont j'ai cité quelques noms jusqu'à présent. Concernant les suites hôtelières, est-ce que vos critères sont éligibles sur Toulouse? Alors, Toulouse est un marché que l'on connaît bien, puisque M Capital est basé à Toulouse et que moi-même, j'y ai ma résidence principale et que j'y ai travaillé de nombreuses années. J'ai malgré tout beaucoup d'appréhension à travailler sur de la suite hôtelière à Toulouse pour deux raisons. D'abord, l'offre touristique est, je pense, aujourd'hui sur certains segments, pas celui du luxe, en tout cas que l'on peut retrouver en région PACA, euh, bien fournie. Par contre, on a une problématique à Toulouse de loyer potentiel. Voilà. Aujourd'hui, le prix de la nuitée à Toulouse est relativement bas par rapport au prix des actifs sur lesquels on peut se positionner. Donc, là aussi, sollicitez-nous avec un petit peu plus d'éléments et peut-être que je pourrai vous répondre à cette question de manière plus précise. Une autre question, Angélique, bonjour Angélique, merci pour la présentation. Quels sont les taux de rendement minimum que vous attendez en ce moment pour le co-living junior et senior? Alors, on ne raisonne pas forcément en taux de rendement brut, puisque nous, on va raisonner en taux de rendement des capitaux investis. Et dans ce taux de rendement des capitaux investis, on intègre à la fois le loyer perçu, évidemment le prix d'acquisition en amont, mais également le prix potentiel de revente à la sortie à moyen terme. Donc, si on se positionne comme un marchand à horizon 5 ans, on va tirer un bilan de ce TRI à 5 ans. Et si on se positionne sur de la détention comme une foncière, on va raisonner sur un TRI à 8 ans qui va modifier forcément le rendement front que l'on peut imaginer. Mais pour vous donner un ordre d'idée et répondre à votre question, on est plutôt sur un rendement un rendement brut qui est de l'ordre de 7 à 8 aujourd'hui, qui peut intégrer du coup l'ensemble de nos frais et de développement de l'opération. Monsieur Boichon, merci de votre question. Peut-être que Philippe va y répondre. Philippe, est-ce que nous investissons également dans des projets neufs aujourd'hui? Et si c'est le cas, peut-on envisager l'acquisition en bloc d'un ensemble en VFA résidentiel pouvant être adapté en résidence tourisme? La question est ultra précise. pertinente. Première question, est-ce qu'on regarde des projets neufs?
Alors oui, on peut regarder des projets neufs. Donc après, bien évidemment, il va falloir certains critères, notamment il faudrait à minima un plateau. C'est-à-dire qu'on ne va pas piter, donc on va pas enfin, on va pas acheter différents biens dans un projet immobilier, mais donc certainement sur un étage, donc sur un plateau, à voir comment on peut se positionner dessus. Et c'est en Il y ce a un sens effet volume, hein. On ne peut pas se positionner sur un petit volume. On ne peut pas acheter exactement. aujourd'hui un T2 fin de stock ou un T3 fin de stock chez un promoteur, par exemple. Voilà, C'est donc pas ça, possible. on va pas pouvoir, mais donc effectivement, on regarde aussi ce genre d'actifs, et notamment en fonction des opportunités et du prix. Puisque dans le cadre du TRIC qui a été donc évoqué Régis, forcément, l'un des vecteurs de succès aussi, c'est l'acquisition et le bon prix d'acquisition sur ce sujet-là, sur certains actifs. Et on l'a déjà fait d'ailleurs, hein, enfin en tous les cas, on travaille sur certains dossiers également en ce moment, notamment à Bordeaux. Oui, oui, on peut regarder si on arrive si on arrive à ces éléments clés minimum dans du 150 mètres carrés, voire même plutôt un plateau. Donc voilà, mais c'est assez rare d'avoir quand même des appartements de type de 150 mètres carrés en BFA, c'est assez rare. Mais bien Oui. sûr qu'on va regarder quoi. Mais effectivement, s'il y a plusieurs appartements, on pourrait faire du semi-bloc. Oui, c'est possible, Monsieur Exactement. Boisson. C'est envisageable, notamment pour de l'exploitation en résidence, tourisme ou ensuite hôtelière. Si on a l'exploitant qui veut bien nous accompagner sur ce type de projet en fonction de l'emplacement. Une autre question, Philippe. Est-ce que les projets nécessitant beaucoup de travaux vous intéressent? Ah, bah alors oui, bien évidemment, qui nous intéresse, puisque comme on le disait, sur les biens qui sont plutôt obsolètes, oui, on recherche justement à faire des travaux. Nous avons les équipes dédiées que nous vous présenterons d'ailleurs à la fin, sur l'utilisation, la revalorisation et la rénovation des biens. Donc oui, quand il y a des travaux, donc cela peut nous engendrer. Par contre, effectivement, on ne va pas regarder quand c'est des périls. Donc c'est sûr que là, ça va être un peu plus compliqué. Puisqu'il faut quand même sur des opérations et des acquisitions assez courtes, hein, on ne va pas travailler sur des dossiers en potentiel sur 9, 6, 9 mois. Donc ça, non, on va plutôt se focaliser sur des opérations et des acquisitions qui vont être, outre les diagnostics et les constats, sur 3 mois, 4 mois max. Très bien. Antoine Ferrieux, oui, si la question était surtout sur le déjà loué, effectivement, on peut regarder en fonction de la nature des baux et en fonction de la sortie potentielle que l'on peut imaginer à 5 ou 8 ans sur cette typologie d'actifs. Alors, on ne regardera pas des immeubles en monopropriété comme décrit précédemment, qui sont uniquement des immeubles de rapport sur lesquels on ne peut pas créer de valeur euh, comme un marchand de biens, par exemple avec une revalorisation des loyers ou un changement d'usage de ce type d'actifs à terme. Voilà. Si c'est uniquement un immeuble de rapport déjà en exploitation, bien exploité, sans travaux, non. Mais s'il y a de la valeur à créer sur cette typologie, de la valeur à terme à créer sur cette typologie d'actifs, pourquoi pas? Euh, une question de Pierre Parent. Bonjour Pierre, ravi d'avoir de tes nouvelles également. Bonjour à tous les deux. Effectuez-vous des visites avec archi ou techniciens chez les propriétaires qui ne disposent pas de plan de leurs biens? Oui, effectivement, Philippe a commencé à déflorer le sujet. On a une équipe aujourd'hui, notamment une architecte et une notaire qui nous ont rejoints ces dernières années, qui vont venir apporter bien évidemment leurs compétences sur l'audit du projet et on peut mandater nos collaborateurs pour aller faire ce type de visite et créer, euh, comment dire, un potentiel d'audit supplémentaire. Une autre question, est-ce que des hôtels en exploitation peuvent vous intéresser? Est-ce que tu souhaites y répondre, Philippe? Oui, oui, complètement. Donc après,
encore une fois, ça va être en fonction du bilan de l'exploitation, de son emplacement aussi, et du potentiel en lui-même de l'hôtel. Mais bien évidemment que donc nous allons regarder cet actif. Donc il faut savoir aussi que nous sommes, enfin, nous avons aussi les fonds du tourisme sur Côte d'Azur, avec Laetitia Estrosi sur la partie hôtellerie également et tourisme. Et donc nous avons aussi des équipes et des analyses complémentaires sur ce genre d'actifs, qui nous permettent également, dans le cadre de notre rayonnement, là on dépasse bien évidemment l'immobilier, mais donc M Capital est aussi connu, comme l'avait dit au tout début de la présentation, Régis, sur le private equity et sur les investissements complémentaires que nous générons. Donc forcément, on a des croisements et on va avoir une analyse assez pertinente et rapide d'ailleurs sur ce genre d'actifs. Très bien. Pas d'autres questions? Si, ah si, une question très pertinente, merci. Est-ce que les maires sont favorables à des projets de co-living? Alors oui, vous avez raison de le souligner. Ces projets de co-living, on en parle beaucoup désormais, hein, c'est très à la mode. Et effectivement, les collectivités y sont très favorables pour plusieurs raisons. D'abord, parce que nous faisons partie des acteurs qui sont en capacité de rénover des biens obsolètes et en termes d'image pour la ville, conserver de grandes maisons inhabitées dans des états parfois très avancés de délabrement ne donne pas forcément une bonne image d'accueil de la ville. Euh, Deuxièmement, parce qu'on permet aujourd'hui de répondre à une demande qui est une demande de logement, aussi bien pour les seniors que pour les jeunes actifs, qui est de plus en plus croissante dans certaines collectivités et avec une offre parfois pas assez séduisante pour eux. Et enfin, le co-living, au-delà de cet effet de mode, c'est surtout un nouvel usage du logement. Aujourd'hui, on ne consomme plus le logement de la même manière qu'il y a quelques années, on ne l'achète plus de la même manière, on ne le loue plus de la même manière et on n'attend pas les mêmes services dans cette typologie de logement et les collectivités sont très sensibles à cette notion de service que l'on peut apporter dans leur ville. Euh, et enfin, on répond à une problématique connexe à la loi zéro artificialisation nette, c'est que aujourd'hui, c'est cette typologie d'actifs dans lequel résidait une famille de 4, 5 ou 6 personnes, eh bien, on peut y loger parfois le double ou le triple de personnes. Donc, ça permet aussi de créer une forme de densité artificielle, de densité urbaine qui est tout à fait à la fois modérée, très acceptable, et où la qualité de vie prime. Une autre question, pourrais-je, s'il vous plaît, avoir les coordonnées de Philippe? Oui, bien sûr. Un premier projet pour Philippe à Cannes. Voilà. On va, Entendu. euh, on va vous envoyer ça sans aucun problème. Je peux même saisir une partie de la réponse visible pour Directement. tous. Regardez, hop, ça ira encore plus vite. Et vous recevrez tout cela dans la présentation. Alors oui, on parle de revalorisation, de passoires thermiques, de co-living jeunes actifs. Votre société est-elle une société à mission? Alors ça, je sais que c'est l'argumentaire préféré de Philippe. Il maîtrise très bien le sujet. Alors effectivement, M Capital a une dimension RSE importante. Donc comme l'a dit Régis, et, on est déjà Bicorp, on est aussi une société PRI. Et tout simplement, on est aussi également une société à mission. C'est le mieux vivre ensemble, et on souhaite participer également à cette rénovation, à la rénovation du parc français. Vraiment, on n'est pas dans l'exotisme. Monaco et Andorre sont déjà exotiques pour nous, par exemple. Et nous souhaitons avoir un impact et une forte dimension sociale aussi, environnementale. D'ailleurs, les fonds que nous avons générés dans le cadre de cette acquisition le sont également. Euh, donc, euh, et d'ailleurs, comme le disait de toute façon Régis par rapport aux maires, sur l'utilisation, l'impact des biens tel que le voient les mairies, bah oui, on est exactement dans dans cette même axe de réhabilitation, de revalorisation, sur des projets, sur des immeubles obsolètes, et nous créons des espaces de vie agréables, chaleureux,
Et c'est vrai qu'on fait ça bien, puisque sur les opérations qu'on a déjà faites, par exemple, on a l'impression que l'on vit depuis toujours sur ces projets, sur ces manières de vivre également. Et c'est vrai qu'on va constituer un accès donc à de la location abordable pour des jeunes actifs, pour des étudiants, pour des personnes qui veulent vivre à un moment pas forcément seuls, aussi dans le co-living. Donc tout ça, ça se rassemble dans cette mission qu'on s'est donnée également. Et c'est un sujet d'actualité. Je pense que qu'on va miser en tout cas sur les prochaines années. Oui, oui, la société, elle est vraiment notre société a cette vision dans tous les cas. Ce n'est pas que une rentabilité telle qu'on en a parlé. Donc également mieux vivre ensemble tel que c'est le slogan. Enfin, c'est un peu c'est le message clé de M Capital. Très bien. Ben, je trouve que c'est une belle conclusion. Merci Philippe, puisque nous Merci à n'avons toi également pas de d'autres questions, partager. mais que si elles viennent après, n'hésitez pas à nous contacter. Merci Philippe pour cette synthèse, cette belle conclusion. J'espère que nous avons été suffisamment clairs et que nous allons vous donner envie de nous faire auditer, analyser un certain nombre de projets et que nous allons réaliser ces projets ensemble. Bonne journée à toutes et à tous et Et à les très bientôt pour un coordonnées. prochain webinaire. Je crois que c'est demain pour toi, Philippe, hein. Oui, c'est demain aussi, c'est sur le marché de l'immobilier neuf, cette fois-ci, avec Ah, Innovepa. Je serai ravi de vous accueillir. Et par contre, je pense que tu peux passer les coordonnées et laisser quelques secondes pour que les gens puissent voir l'ensemble des personnes, des équipes dédiées. tu as raison, Philippe. Je manque à tous mes devoirs. C'est Je vous présente pour ça que j'aime Anaïs, bien. qui est chargée des relations opérateurs, promoteurs et marchands de biens. Je vous présente Julie Minjoulou, qui est notre secrétaire générale en charge du pôle immobilier. Maxime Sauvani, qui est directeur d'investissement Régénération, qui est une de nos filiales qui aujourd'hui développe une activité co-living et immobilier géré dans son ensemble. Alexandra, qui est notre architecte diplômé, responsable de programme immobilier. Et enfin, Arnaud Aldeguerri, qui est l'équivalent, le pendant de Philippe sur la région parisienne. Euh, voilà, on conserve la dualité Paris-Marseille. Alors, en priorité, forcément, n'hésitez pas à nous envoyer les éléments. Régis sur la partie ouest, moi sur la partie est, et Arnaud dans le nord. Encore merci. Bonne journée à toutes et à tous, à très bientôt. Au revoir.